Très bien. Chère Christine, cher Paul-Georges, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur François Revaux. Je suis médecin urgentiste au SAMU 94 et au SMUR Henri Mondor. Je suis le responsable médical du CESU 94 et le co-responsable du Studio Sim. C'est le centre de simulation qu'on a ouvert à Henri Mondor en avril dernier. Et puis, depuis peu, je suis doctorant en sciences de l'éducation. Et ce projet de doctorat, qui est une nouvelle aventure, un nouveau voyage, fait suite à un Master 2. Et je vais justement vous présenter mon travail de Master 2 de pédagogie en sciences de la santé que j'ai fait à Strasbourg avec un grand plaisir. Et ce travail était sous la direction de Morgane Jaffrelot, ici présent, que je remercie, et qui s'intitule « Effet d'un support audiovisuel simple sur la perception d'authenticité des apprenants lors d'une simulation en immersion clinique avec simulateur de patients ». Je vais un peu dire comme Guillaume Néry hier, je suis à la surface, je vais bientôt plonger en immersion et m'engager dans ce chemin. Donc je vous emmène avec moi dans cet engagement. Donc en introduction, rappelons que la simulation en santé... Il y a un petit bruit ou c'est moi qui... Oui. Non, d'accord, c'est ici où on entend. Donc excusez-moi. En introduction, je vais rappeler que la simulation est une méthode d'enseignement et d'apprentissage utilisée en formation initiale et en formation continue pour les professionnels de santé, qui est devenue incontournable. Il existe en fait, selon les intentions du formateur, mais également selon le matériel utilisé, différents types de simulations que vous connaissez, mais je rappelle très rapidement, selon la classification de Gilles Chignara. Il y a la simulation procédurale, la simulation numérique avec les Serious Games, la simulation avec des patients simulés qui connaît un plein essor, et puis également la simulation en immersion clinique, où cette fois-ci on va reconstruire un environnement où on va plonger justement les étudiants pour qu'ils se sentent comme dans leur environnement professionnel habituel. Et là, on va pouvoir utiliser soit des patients simulés, soit des simulateurs dits haute technologie. C'est cette modalité de simulation qui va nous intéresser justement avec les simulateurs de patients haute technologie. L'immersion clinique, finalement, ça revient à une mise en situation des apprenants dans une réalité reconstruite. Et on va passer avec eux un contrat pédagogique. Et donc, on va leur demander finalement de faire comme si c'était vrai. L'objectif du formateur, ça va être l'un des objectifs du formateur en simulation, ça va être de préparer le transfert des apprentissages en améliorant l'authenticité des simulations. Et là, pour ce faire, Dominique Vampé nous donne quelques conseils. Il nous incite à ce que la situation soit complète, c'est-à-dire que le cas clinique comprenne tous les éléments nécessaires pour qu'il soit bien compris, bien utilisé par l'apprenant, que la situation soit complexe, on entend par là multidimensionnelle, on y met donc l'équipe, on y met à la fois l'environnement, le matériel, et puis il faut que cette situation soit signifiante pour les apprenants, c'est-à-dire qu'elle soit suffisamment authentique pour qu'ils puissent s'engager et qu'ils puissent tenter de résoudre les problèmes qui sont proposés par les formateurs. Contrairement au modèle aéronautique, où les environnements de simulation sont parfaitement similaires aux avions dans lesquels les pilotes navigueront, dans le domaine de la santé, les simulateurs n'ont pas justement cette similitude, cette perfection de similitude. Et d'ailleurs, le problème du coût du matériel limite également l'acquisition de nouveaux matériels qui ont fait des progrès. Donc les simulateurs, finalement, ne sont pas forcément toujours suffisants pour permettre l'engagement de nos apprenants. Or, en se plaçant dans un paradigme axé sur l'apprentissage, où les étudiants sont au cœur de l'apprentissage, on veut justement non pas que ce soit les artifices mis en place avec la meilleure volonté du monde par les formateurs qui les aident à identifier la situation comme authentique, mais c'est vraiment eux qui doivent percevoir la situation comme authentique. Et c'est la problématique de notre étude, qui est ma problématique que je partage avec beaucoup de formateurs en simulation, c'est qu'on fait notre briefing, on fait notre situation, et puis tout se passe bien pendant 10 minutes, enfin à peu près bien, et on commence le débriefing.
et au début du débriefing, pendant la phase de réaction, on a souvent des retours qui sont un petit peu agaçants, si j'ose dire, où les apprenants vont dire « je ne suis pas rentré dedans, le mannequin n'est pas assez vrai, j'ai l'impression qu'il est trop faux, synthétique ». Donc c'est vraiment de ça dont on va parler ici, c'est le manque de perception d'authenticité par les participants en simulation. Et là, cette problématique révèle plusieurs enjeux. Ces enjeux pédagogiques sont majeurs. Et si on place l'authenticité perçue en premier maillon, on va se rendre compte que finalement, il va y avoir un lien avec la dynamique motivationnelle décrite par Roland Viau, avec 3 leviers. Ces 3 leviers sont la perception de la valeur de la tâche. On entend par là la perception que ce qu'on est en train de nous apprendre est important, va nous servir. Le deuxième levier, c'est la perception de la performance. Et le troisième levier, c'est la perception de contrôlabilité. Et donc, sur ce premier levier, Roland Viau dit qu'un des ingrédients actifs de cette perception que ce qu'on nous apprend est important, cette perception de la valeur de la tâche, c'est la contextualisation des apprentissages. Et un apprentissage bien contextualisé va apparaître comme authentique et pourra être perçu comme authentique par les apprenants. Si on cite Denis Bédard, Denis Bédard va faire un lien entre la motivation et l'engagement. Et on peut définir l'engagement comme la capacité, finalement, à investir du temps et de l'énergie dans l'activité pédagogique. Et ce qui est dit également par Denis Bédard, c'est que finalement, un étudiant motivé, un étudiant engagé, va être dans des conditions propices à ce qu'on appelle le transfert des apprentissages. Donc le transfert des apprentissages, si on cherche à le définir, ce que je n'ai pas fait sur la précédente diapo, c'est dire que ce qu'on a appris en salle de formation, on va être capable de l'appliquer sur le terrain, le lendemain, au quotidien. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on améliore la qualité et la sécurité des soins pour nos patients. Et Grossman et Salas disent également qu'un bon transfert d'apprentissage va passer par un apprentissage qui est authentique et va également passer par une rétroaction qu'on appelle en simulation, comme vous le savez, le débriefing. Donc on va finalement se dessiner un engrenage et dans cet engrenage, le premier maillon pourrait être du coup l'authenticité perçue, d'où on a pris la décision de faire un focus sur cette authenticité perçue et c'est l'objet de notre travail. Notre hypothèse est la suivante, c'est que la présentation d'une vidéo, ça aurait pu être un support visuel tout court, mais on a fait le choix d'un support audiovisuel, donc une vidéo. Donc la présentation de cette vidéo aux apprenants en début de simulation permettrait de les aider à faire comme si c'était vrai et permettrait de les aider à s'engager plus rapidement et donc à s'engager plus rapidement dans une démarche de raisonnement clinique. Donc l'idée de l'outil, c'est une vidéo courte de quelques secondes qui présenterait un patient simulé avec les mêmes symptômes que le simulateur, du moins les mêmes symptômes qui ont été programmés au niveau du simulateur. Et donc, on va avoir les mêmes signes cliniques et le même niveau de gravité. C'est ça l'idée de départ. Et du coup, je vous ai mis 2 illustrations pour que mon propos soit un petit peu plus clair. Vous voyez sur l'image de gauche, on voit un des mannequins classiquement utilisés dans les laboratoires de simulation, qui a l'air assez figé, qui a toujours ce sourire un peu béat. Et on voit sur l'image de droite, par contre, la photo, cette fois-ci uniquement. Je vous ai bien dit, nous, on a utilisé une vidéo, mais déjà en photo, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut voir que la personne a la bouche ouverte, la main sur le thorax, et on peut déjà avoir des hypothèses diagnostiques. Est-ce qu'il est en dyspnée? Est-ce qu'il a une douleur thoracique? On a plus d'éléments et on s'engage peut-être plus facilement. C'est ça l'hypothèse. Donc l'idée, c'est vraiment de réunir des conditions qui sont propices au transfert des apprentissages. Et finalement, notre question de recherche est la suivante. Quels sont les effets d'une vidéo sur la perception d'authenticité des apprenants en simulation, en immersion clinique, avec mannequin? J'insiste bien, avec mannequin. La problématique ne serait pas la même avec un patient simulé. Donc, qu'en est-il de la méthode? Nous avons réalisé une étude qualitative, monocentrique, sur 12 étudiants en 3e cycle, c'est-à-dire en fin d'études de médecine, qui étaient des internes et des docteurs juniors. Ils étaient en stage dans notre SMUR. L'activité pédagogique proposée est la suivante, une simulation en immersion clinique avec simulateur d'un cas de SMUR. Il s'agissait d'un œdème aigu du poumon, donc un tableau de détresse respiratoire. Et les 2 différences par rapport aux simulations classiques qu'on connaît tous, c'est la présentation d'une vidéo courte d'un patient simulé, qui, son secret, était joué par mon directeur, qui n'était pas connu du coup des apprenants.
Et donc, cette vidéo présentait un patient en détresse respiratoire avec une polypnée, une sueur et un début de somnolence. Et cette vidéo était présentée avant de rentrer dans la salle de simulation. Et donc, deuxième choix méthodologique très difficile que nous avons pris, nous n'avons pas immédiatement joué le débriefing afin de ne pas influencer les entretiens qui allaient suivre. Donc nous avons quand même caractérisé notre population à travers deux questionnaires, un questionnaire pré-simulation et un questionnaire post-simulation. Et nous avons réalisé 2 entretiens collectifs à mi-effectif avec 6 participants, un modérateur ainsi qu'une observatrice. La durée des 2 entretiens était environ d'1h40. Ces 2 entretiens ont été réalisés en présentiel et le jour même de la simulation afin d'éviter toute perte d'information. Concernant le guide d'entretien semi-dirigé, il comportait 4 parties. Une partie sur l'immersion en simulation, une partie sur le raisonnement clinique dans cet environnement reconstruit, une partie sur la place de la vidéo et également une partie plus générale sur l'avis global sur l'immersion. Concernant les aspects éthiques, nous avons recueilli le consentement par oral et par écrit de chacun des participants. Nous avons respecté l'anonymat lors de l'analyse des résultats et nous avons obtenu l'approbation du comité. Ça ne fonctionne pas parce que j'appuie pas sur le bon bouton. Nous avons obtenu l'approbation du comité d'éthique de la Société internationale francophone d'éducation médicale. Qu'en est-il des résultats ? Tout d'abord, la caractérisation de la population à partir des questionnaires. Donc, l'âge moyen des participants était de 29 ans. Le nombre de simulations qui avaient déjà été réalisées par les participants était compris entre 5 et 15. L'attrait pour la méthode était très bon, puisqu'on voit qu'on était à 9,3 sur 10. Il s'agissait d'une auto-analyse. Bien sûr, au vu du faible effectif, je parlerai plus de tendance que de moyenne. Mais en tout cas, ils étaient plutôt satisfaits de cette méthode pédagogique. Et puis, on s'est intéressé à 2 critères, avant la simulation et après la simulation. Avant la simulation, on leur a demandé en auto-analyse « Vous sentez-vous prêt à faire comme si c'était vrai ?» sans savoir sur quel cas ils allaient passer. Et le score était de 7,8 sur 10. Et puis ensuite, on leur a demandé « Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'être performant, de performer cette situation sans savoir sur quoi ils allaient passer ?» Et là, c'était 7,7 sur 10. Et après la simulation, dans les questionnaires, on s'est intéressé pareil. Est-ce que vous avez eu l'impression de réussir à être capable de faire comme si c'était vrai? Et là, on avait un score de 8,5 sur 10. Et on s'est également intéressé à leur perception de leur performance, donc le sentiment d'efficacité personnelle, le SEP, qui était évalué en moyenne à 8,3 sur 10. Concernant les entretiens, nous avons cherché à dégager des thématiques majeures qui aident les étudiants à s'engager finalement dans la situation de simulation. Et donc là, ces 4 thématiques majeures, tout d'abord, c'est l'environnement reconstruit. Et il y a 4 sous-parties à cet environnement, que sont l'équipe. Alors l'équipe, moi j'ai été bluffé, c'est peut-être évident pour tout le monde, mais moi, quand ils m'ont dit comme ça, « Ah, l'équipe c'était trop bien, on avait l'ambulancier SMUR qu'on connaît, on avait notre infirmière anesthésiste qu'on connaît », elle nous a fait tout de suite rentrer dedans, et dès lors qu'on sortait un petit peu, on repartait dans le cas de la détresse respiratoire, et on était happé à nouveau en immersion dans ce cas. La salle, pareil, était décrite comme un élément très positif qui les a aidés finalement à s'engager dans la situation. Et puis le simulateur, par contre, rapidement, on a plutôt vu ses limites. Auscultation complexe, pas de possibilité de voir les œdèmes des membres inférieurs, donc plutôt des difficultés. La deuxième thématique majeure, c'est le scénario clinique. Et là, 3 points à nouveau, le temps, l'évolutivité. Effectivement, un scénario qui va suffisamment vite, c'est un scénario qui va les engager, qui va les aider justement à rester dans la situation. Bizarrement, ça va un peu plus vite que la réalité, mais ça les aide quand même à rester dedans, à rester engagés. Deuxième point sur le scénario, c'est le script, c'est la gravité. Le fait qu'on ait un patient grave, c'était quelque chose qui pour eux était important, puisque la gravité finalement de ce patient, pour eux c'était un défi, c'était un challenge. Et pédagogiquement, on pourrait y voir ici la zone proximale de développement, ils avaient donc un défi à relever. Et donc le briefing était également décrit comme un élément très important dans les verbatims. Troisième point, c'est la posture des apprenants. La posture des apprenants, il n'y a pas de surprise. Plus on fait de la simulation, plus on sait en faire. C'est comme tout.
finalement, plus je m'habitue à faire comme si c'était vrai, et bien plus je vais réussir à m'engager dans la situation et plus on va se rendre compte que Morgane parlait parfois de l'élastique, donc c'est un peu cette image-là, on va avoir finalement une plasticité et on va pouvoir s'habituer. Donc c'est ce qui a été identifié par les apprenants. Et le dernier point, c'est la vidéo. La vidéo les a aidés à s'engager. Je vais revenir là-dessus. Ça semble finalement avoir favorisé le transfert des apprentissages et on y vient tout de suite. Donc quels ont été, d'après les étudiants, à l'issue des entretiens, l'effet de cette vidéo? Ils ont été au nombre de 4. Le premier effet, c'est sur l'immersion. Finalement, quand on relit leur verbatim, on se rend compte que la vidéo a aidé à faire comme si c'était vrai. Ça a favorisé l'engagement pédagogique et ça a également donné une impression clinique face à ce patient. Parce que souvent, on a peu d'impressions, on n'a pas la note de gueule, on n'a pas ce qu'on appelle ce quick look en anglais. Et donc, finalement, de voir un visage, c'était beaucoup plus intéressant pour eux. Et on peut lire le verbatim suivant. Dans une simulation, avoir une vidéo, ça nous permet de coller le plus possible à la réalité. Le deuxième élément qu'on retrouve, c'est l'effet sur le raisonnement clinique. Effectivement, identifier la situation, préciser le diagnostic plus rapidement, plus facilement, et puis également, ça va aider et ça va accélérer la prise de décision. Et là, on peut lire, tu peux t'orienter sur un diagnostic plus facilement avec la vidéo dès le départ. Troisième effet, c'est sur le simulateur, ça va tout simplement faciliter les interactions. Le fait d'avoir vu la vidéo d'un patient simulé les a aidés après à discuter, à échanger avec le mannequin. Et donc l'extrait suivant, c'est positif dans le sens où il y a un visage sur le patient. Il garde l'image du visage sur le patient, même face au mannequin. Et le dernier point, c'est la perception d'apprentissage. Ça a permis finalement d'enrichir leur script clinique, les scripts du raisonnement clinique, et ça a favorisé le transfert des apprentissages. Et là, je lis cette phrase d'un étudiant. « Ce patient en vidéo, c'est un truc qui restera et qui, la prochaine fois que j'en verrai un, ça me dira « oui, c'est ça, je me souviens ». Et là, on reconnaît un petit peu finalement ces emplacements avec les scripts cliniques. Donc en discussion, rappelons déjà les principaux résultats de ce travail, c'est qu'on a dégagé 4 thématiques favorisant l'immersion et l'engagement finalement des participants en simulation. L'environnement reconstruit avec notamment l'équipe, deuxièmement le scénario, donc le script clinique, troisièmement la posture des apprenants et enfin cette vidéo, donc ce support audiovisuel. Et donc on a vu qu'il y avait des effets positifs de ce support audiovisuel sur l'authenticité perçue. Donc les forces de l'étude, c'est vraiment de dire que cette vidéo, elle augmente la perception d'authenticité en agissant sur les 3 autres thématiques. Et donc il y a un premier lien qu'on peut identifier, un lien entre vidéo et environnement reconstruit. Donc le lien finalement, c'est de dire que la vidéo, elle vient pallier le manque de similitude du mannequin. Et Dominique Vampé nous dit bien que l'authenticité, c'est quelque chose de très important pour s'engager. Et si on s'intéresse à nouveau au sujet de la didactique professionnelle, Lucille Vadkar vient distinguer 3 dimensions à la fidélité. La fidélité physique, c'est-à-dire la ressemblance du mannequin, de la salle, la fidélité fonctionnelle, c'est-à-dire la dynamique de la simulation, le scénario, le travail d'équipe, et puis la fidélité psychologique. La fidélité psychologique, c'est la réaction provoquée par la simulation auprès finalement des étudiants, donc leur perception à eux. Et donc ce qu'elle nous dit Lucille Vadkar, c'est de préconiser finalement la fidélité psychologique et de laisser de côté plutôt la fidélité physique. Et puis deuxième point intéressant toujours, c'est Amstra, qui lui aussi préconise de laisser tomber finalement toute cette énergie qu'on peut mettre parfois dans la similitude du mannequin, mais plutôt être dans un alignement fonctionnel. Et à travers ça, la vidéo essaye de redonner un alignement fonctionnel pour les étudiants. Le deuxième lien important, ça va être le lien entre vidéo et scénario clinique. La vidéo, elle a permis finalement d'augmenter le caractère complet, complexe et signifiant dont parle Dominique Vampé, à travers la richesse de la symptomatologie, à travers la richesse des signes qu'on a pu attraper, percevoir dans cette vidéo. Et puis elle augmente la cohérence de l'évolutivité du cas, excusez-moi, puisque finalement, la vidéo vue avant de rentrer dans la salle sert un peu de point de départ, de T0, et comme on le dit, en simulation, le patient se dégrade très vite en 10-15 minutes plus rapidement que dans la vraie vie, et le fait de voir le patient une première fois en vidéo, ça leur donne ce premier point de départ. Troisième et dernier lien, c'est le lien entre la vidéo et la posture des apprenants. Finalement, en se rapprochant davantage du contexte habituel, la vidéo permet d'augmenter la motivation par 2 leviers. Le premier levier qu'elle augmente, c'est la perception de la valeur de la tâche par une finalement situation qui est mieux contextualisée pour l'étudiant. Et finalement, on a dit que l'étudiant
diagnostique mieux. Il n'a pas parlé de détresse respiratoire seulement, mais grâce à la vidéo, il pense à l'OAP complètement. Et du coup, il a une meilleure thérapeutique. Donc à la fin, il se sent plus performant. Et donc, il est plus motivé. Et du coup, là, on sait que engager les étudiants dans une posture d'apprentissage optimale, c'est augmenter les compétences. Ça, c'est Giroux qui nous dit ça. Évidemment, cette étude a des limites. C'est le moment de présentation de la vidéo. La vidéo, finalement, elle est vue avant de rentrer dans la salle. Donc c'est un peu bizarre, hein. C'est pas souvent qu'un médecin vous présente une vidéo d'un patient. Alors je m'excuse, je n'ai pas précisé. Il s'agissait d'un transfert interhospitalier. Donc on prenait en charge le patient dans l'hôpital. Donc il voyait la vidéo donc, du coup avant. Et donc ce que les apprenants proposent, c'est de voir la vidéo en même temps que le mannequin et de mettre finalement un petit écran, un petit iPad à côté de la tête du mannequin pour justement avoir cette authenticité. Et la durée de la vidéo, elle était de plus de 25 secondes et les étudiants pensent que 3 à 5 secondes auraient été suffisants. Deuxième limite, la transposabilité. La transposabilité, effectivement, on avait un public qui avait un attrait pour la méthode de simulation très fort. On a vu 9,3. Quid de novices, quid de personnes même réfractaires à la méthode, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes résultats. Et puis, dernière limite, que j'ai évidemment citée, c'est l'absence de débriefing. Nous avons eu bien conscience que c'était un sacrifice pour nous, rassurez-vous. La simulation passe par le débriefing, c'est le cœur de la simulation, mais nous avons fait ce choix méthodologique pour ne pas brouiller les pistes. Les perspectives, pour finir, c'est de dire qu'il faudrait faire une étude comparative peut-être avec et sans vidéo, faire une autre étude incluant peut-être quand même le débriefing, et puis la réalité augmentée, c'est le futur, alors pas complètement, c'est déjà le présent, mais ça coûte cher et tout le monde ne l'a pas. Donc en attendant, peut-être que ces petits outils peuvent nous aider. Pour conclure et terminer, ce support audiovisuel, donc cette vidéo, finalement, elle est facile, elle est économique, elle est rapide à concevoir et à utiliser, elle améliore la perception d'authenticité en favorisant l'engagement pédagogique dans l'activité, en soutenant le raisonnement clinique, et elle facilite l'interaction avec le simulateur. Et pour finir, elle semblerait favoriser le transfert des apprentissages. Merci de votre attention. Je me permets juste un rapide... Ah mince, il y avait une diapo pour le directeur de mon master. C'était très rapide, mais c'est un clin d'œil qui... on peut pas remettre le diaporama. Tu remercies une deuxième fois Morgane Jaffrelot. Tac, c'est trop tard. Tant pis. C'est la dernière. Non, si Thierry avait été là, il aurait dit « Quelles sont vos questions et vos remarques à ce stade ?» Et c'est une signature que tous ceux qui ont fait le Master 2 connaissent. Merci, excusez-moi. Quelles sont les questions dans la salle ? À ce stade, on a juste devant, voilà, plein de questions. Alors allons-y, Monsieur Perrier. Bonjour, Christophe Perrier, très intéressant. Est-ce qu'avec la vidéo, parce que tu as parlé de notes de gueule, est-ce que tu avais aussi le son ? Oui, il y avait le son aussi, où on entendait le bruit de la détresse respiratoire, et mon complice, que j'ai déjà cité, a été très performant dans le domaine. D'accord, ok. Bonjour. Moi, j'ai une question justement pour ce transfert. Est-ce que les vidéos, elles ont été tournées sur un site réel ou elles ont été tournées dans la salle de simulation? Alors, elles n'ont pas été, pour cette première édition, si je puis me permettre, elles n'ont pas été tournées dans la salle de simulation pour des raisons pratiques. Dans l'idéal, à terme, il faudrait les tourner dans le même environnement pour justement qu'il y ait le moins de différences possible et que l'adhésion soit maximale avec l'outil utilisé. Tout à fait. Il faudrait même mettre la même chemise pour augmenter le transfert, quoi, en fait, le transfert. Ouais, merci de la question. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. À votre gauche. Là-bas. Ayem Ghazali, Amiens. Donc je me permets de vous poser la question sur le débriefing, parce que pour moi, il n'y a vraiment pas de simulation sans débriefing. La simulation est un prétexte au débriefing, même si je comprends l'intérêt par rapport à la recherche. En fait, en quoi vous pensez que le débriefing aurait pu influencer vos résultats? Et derrière, la deuxième question induite, c'est est-ce qu'il y a eu un débriefing quand même a posteriori de fait ou pas du tout? Et est-ce que les apprenants savaient qu'il n'y aurait pas de débriefing?
Merci de la question. Donc, je répète que ça a été un choix difficile. Choisir, c'est renoncer. Peut-être que ce n'était pas le bon choix, mais nous, l'idée, c'était vraiment de faire un focus sur le moment déterminant de l'engagement dans le scénario de simulation. Pour rappel, on a un briefing suivi d'un scénario d'une dizaine de minutes et ensuite on a le débriefing comme vous savez. Et donc nous vraiment, l'intérêt c'était de savoir si durant le scénario, ils avaient réussi à rentrer dans la situation et comment les aider. Donc ça c'est un premier point. Donc l'idée n'est pas de supprimer définitivement le débriefing, hein, la question n'est pas là. Mais l'idée vraiment c'était notre point d'attention, c'est est-ce qu'ils rentrent dedans. Ça c'était le premier point. Donc je vous rejoins complètement sur le débriefing, la simulation n'est qu'un prétexte au débriefing. Pour le deuxième aspect, donc oui les étudiants, on a eu un temps de rétroaction, on a pu reparler parce qu'en fait ils avaient effectivement des interrogations, est-ce qu'il fallait faire de la VNI, est-ce qu'il fallait intuber, donc on a pu avoir ces échanges a posteriori. L'idée, c'est qu'on a conçu finalement cette activité pédagogique un peu comme des stations d'écosse. C'est-à-dire qu'aucun des étudiants ne s'était parlé au préalable. On avait vraiment évité tout de suite. Et donc, on avait vraiment une espèce d'antichambre, ensuite un espace pour la simulation et ensuite un espace pour répondre aux questionnaires. Et on craignait finalement qu'au décours du débriefing, il y ait beaucoup d'échanges et que ces échanges viennent certes alimenter, nourrir, mais puissent perturber potentiellement les focus group, donc les entretiens collectifs. Je pense quand même que sur 45 minutes de débriefing, on aurait pu vraiment avoir des échanges qui auraient, à mon avis, fait office de début d'entretien. Moi, je le vois comme ça. Après, je rappelle que dans mes perspectives, j'envisage de refaire la même étude en faisant le débriefing. Donc c'est vraiment une question qu'on s'est posée pour ce travail, mais j'apprécie qu'on en discute. Oui, alors juste la petite remarque, mais vous avez raison de les refaire avec le débriefing, parce qu'en fait, vous auriez pu faire le questionnaire et le débriefing après. Et vous avez raison, je pense, d'insister sur le fait que le débriefing, c'est un élément essentiel dans les simulations et qu'il est difficile, enfin en tout cas j'ai du mal à concevoir, si vous voulez, ces simulations sans débriefing, même s'il peut être fait après le questionnaire. Et je pense que vous avez raison de reprendre ça avec le débriefing et de voir la plus-value à le remettre. Okay. Merci de la question. Merci à vous. Bonjour, Jean-Philippe Desclés, Corbeil-Essonnes. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Et j'ai 2 points où j'aimerais bien qu'on discute. Le premier, moi j'avais l'impression, peut-être fausse, que ceux qui accusent le mannequin en fin de simu, c'est ceux qui ne sont pas trop contents de ce qu'ils ont fait. Et qui se disent, j'ai pas été bon, et ouais, le mannequin, c'est pour ça, c'est à cause de ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le fait que de montrer une vidéo qui permet de faire un peu le diagnostic avant, ils savent ce qui va se passer, ils vont tout de suite mieux intégrer, et donc ils vont être plus contents de ce qu'ils ont fait, donc ils vont moins critiquer le mannequin et le fait qu'il n'était pas très ressemblant. C'est mon première question. Et le deuxième point, le fait de montrer cette vidéo, je trouve ça hyper bien pour mettre en application une procédure, mais sur le côté raisonnement clinique, je ne sais pas si finalement on ne les empêche pas de réfléchir parce qu'ils rentrent dans la salle avec déjà leur hypothèse diagnostique, leur cheminement, et par contre, on ne va pas les mettre devant détresse respiratoire sans aucun indice et les voir un peu tâtonner et dire, tiens, tel examen, je recherche tel signe, et que là, on va peut-être plutôt aller directement avec un diagnostic fait précocement. Par contre, c'est hyper bien pour faire travailler le travail en équipe et la gestion d'une situation plus facilement identifiée. Voilà, c'était mes 2 points. Merci Jean-Philippe, qui est un voisin départemental. J'apprécie tes 2 questions. Mes propositions de réponse pour la première partie, effectivement, nous n'avons pas posé la question directement ainsi, de savoir si ceux qui critiquent le plus le mannequin sont finalement ceux qui sont peut-être les moins performants. On a quand même la sensation que c'est un point récurrent, parfois cette difficulté d'engagement, cette difficulté à faire comme si c'était vrai. Donc je ne suis pas certain que ça soit le seul élément. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont du mal à rentrer dedans, qui vont quand même maîtriser la situation, être des bons cliniciens. On a d'excellents cliniciens et d'excellents stagiaires qui se retrouvent un petit peu démunis en simulation. Donc ça me fait poser question. Et deuxième point, quand tu parles de donner trop d'indices, quand on rentre dans le box d'un patient, on ne peut pas lui demander d'arrêter 2 secondes sa polypnée, ses sueurs. Et finalement, cette note de gueule, on ne peut pas l'empêcher, elle existe. Et justement, en simulation, on ne l'a pas.
où on ne l'a pas forcément. Je sais très bien que les modèles maintenant permettent de faire des sueurs, plein de choses, on a ça aussi, mais je pense que dans la vraie vie, on a cette... enfin, je me permets d'employer le terme, excusez-moi, un peu trivial de note de gueule, et je pense que la vidéo vient donner ça, et on s'est peut-être fourvoyé sur le temps et le moment de la présentation, comme j'ai dit, dans les limites, mais je pense que ça pourrait être intéressant, ce petit iPad, près de la tête du patient, pour préciser finalement certains éléments. Enfin, c'est des éléments de réponse que je propose, mais en tout cas, merci de soulever la question, je suis content de l'intérêt. Et pour compléter la réponse, au final, lorsqu'on part en intervention SMUR, c'est tout l'intérêt d'avoir la fiche de mission pour avoir des éléments cliniques et pour commencer à émettre des hypothèses diagnostiques. Donc, sans hypothèse diagnostique en préalable, c'est difficile de se construire un raisonnement clinique. Lorsqu'on va voir un patient dans un box, on sait pourquoi il vient. Alors, il y avait une dernière question devant. Oui, enfin, c'est pas vraiment une question, une remarque. Moi, j'ai très intéressé par le travail que tu as fourni là. Je trouve que c'est assez en lien avec ce que dit un peu Pellaccia aussi sur le terme en termes de raisonnement clinique, et que quand on rentre dans une pièce pour un patient, on peut faire un diagnostic immédiat très rapidement. C'est intéressant. Après, il ne faut pas qu'il y ait une déstabilisation et entre le moment où on voit cette vidéo et le moment où on tombe sur ce truc en plastique. Et ça veut dire que ça doit faire partie intégrante non pas de toute l'étape de briefing au préalable. Moi, je trouve ça très intéressant à tester et à développer, à savoir à quel moment on le met, au moment où on est devant la porte, on voit le patient et on rentre. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Carole. Mais tu as raison de faire le lien avec les prototypes et la phase intuitive du raisonnement clinique. Je pense que ça aide beaucoup à la phase intuitive du raisonnement clinique. À mon sens, c'est assez en lien avec ce passage-là. Et moi, je suis prête à tester ce genre de truc. J'adore. On va pouvoir faire une petite étude multi-centre de simu. Je vais donc, moi, poser la question, je suis là pour ça, hein, qui fâche. Puisque, évidemment, intuitivement, on trouve tout ça très intéressant. Sur quels arguments très scientifiques tu peux affirmer donc, quelles sont les questions qui ont été posées? Tu as fait un focus group derrière. Alors, premièrement, quels sont les éléments qui t'ont conduit à faire un focus group plutôt que d'avoir des avis individualisés et personnalisés? Pourquoi un focus group? Et deuxièmement, quels sont les arguments? Parce que tout ce qu'on a vu prouve que la simulation, ils y étaient engagés. Mais quels sont les arguments qui prouvent que c'est parce qu'il y a eu cette vidéo qu'il y a eu l'engagement que tu décris derrière? Alors, tu vas peut-être nous répondre, mais sur le travail, là, et sur les diapos, on ne l'a pas vu. Donc, on a été séduit, bien sûr, mais sur quels arguments clair, objectivé? Tu peux donc nous répondre? Merci Christine de la question. Des deux questions. Je sais que tu adores. Première question. Non mais entre amiénois, je comprends. Donc première question. Pourquoi les focus group? Dans le cadre du Master 2, on a eu une réflexion en sous-groupe et c'est vrai qu'on a trouvé que ça serait intéressant d'avoir une confrontation parce qu'il y avait des vécus différents de la simulation. Et on a trouvé que ça serait intéressant de confronter finalement, lors de 2 entretiens collectifs, les avis. Mais effectivement, c'est également un choix méthodologique. Et encore une fois, choisir, c'est renoncer. Et donc, on a hésité. Ça a été assez riche pour le coup, parce que je trouve que ça a été assez riche. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé. D'accord, pour le focus group, c'est un choix méthodologique. Soit. Dans ce focus group, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été traités. Vous avez traité du scénario, vous avez traité de la posture, vous avez traité d'un certain nombre de choses. Or, l'objet du travail était bien l'apport de la vidéo. Et donc, ma question, ça porte bien sur l'apport de la vidéo, pas sur la simulation. Ou alors dans les questions que vous avez posées, puisque vous avez pris le focus group plutôt que la vie individuelle, qu'est-ce qui vous a prouvé que c'était la vidéo qui impliquait l'engagement ou pas? Pour moi, j'avais compris que c'était une deuxième partie de la question, excuse-moi. Vas-y, réponds. Parce que du coup, effectivement, on a eu 2 axes de travail. Le premier axe, c'était déjà de se dire quels sont les ingrédients actifs qui font qu'on s'engage.
Donc ça, c'était d'une manière globale. Et du coup, dedans, on avait introduit la vidéo. Et on s'est rendu compte dans les verbatims qu'il y avait finalement un lien entre ce que j'expliquais, le scénario, l'environnement et puis la posture d'apprentissage. Ça nous est apparu être un lien. Après, à la question, est-ce qu'on a pu le prouver? La réponse, pour moi, est non. Il faut être objectif. Hein. C'est pour ça que je proposais en perspective de faire une étude, pour le coup quantitative, avec et sans vidéo, et on voit ce qui se passe. La problématique, c'est qu'on est sur un vécu, et ça va être difficile quand même, mais je pense qu'il faut le faire, et je pense que c'est intéressant, et je sens que j'ai eu quelques appels du pied. Carole est sortie de la salle, et je pense qu'il y a des équipes qui pourraient être intéressées, et je suis partant si on peut être plusieurs là-dessus. Mais merci de soulever cet aspect. Christine. Merci beaucoup pour l'idée innovante. Merci. Merci François. Merci. Merci beaucoup.